Et salut les rôlistes. Aujourd'hui donc on va commencer un truc tout nouveau pour moi, hein, une partie de jeu de rôle en solo. Donc si vous êtes là, vous avez sûrement vu la première vidéo qui était un petit peu l'explication de la campagne, l'explication du setting. Donc là en face de moi j'ai la carte sur Let's Roll, j'ai ma fiche de personnage avec différentes informations comme je l'ai expliqué la dernière fois. Et on va commencer par quelques flashbacks. Donc j'ai pas grand chose de prévu, mais on va commencer par quelques flashbacks et on va s'aider de Musée Oracle pour faire tout ça. Je propose que elle ait vécu, Misaki Ruriko ait vécu son enfance dans un petit village, pourquoi pas un petit village côtier. On va choisir Akahiko qui est ici, voilà. Ah, si on part du principe qu'on est dans le premier flashback, on va dire qu'elle est là. Donc là, ça va être vraiment son enfance, pour juste donner, peut-être créer 2-3 PNJ, peut-être donner une première ambiance, et voilà, essayer de créer des choses en émergence. Donc, elle a vécu à Akahiko, et l'un de ses parents est... peut-être pas un seigneur, mais on va dire quelqu'un de sûrement un ou une samouraï responsable d'une petite région, d'une petite ferme à côté d'Akahiko, et ils sont sous la tutelle d'un daimyo qui contrôle en fait toute la partie nord, au nord des montagnes. Première chose, est-ce que c'est sa mère ou son père qui est au contrôle de tout ça? Je vais tirer une carte de Musée Oracle, et on va regarder le D6. 1, 2, 3, c'est sa mère. 4, 5, 6, c'est son père. Donc je tire une carte. 1, 2, 3, c'est sa mère. Très bien. Donc sa mère, à Misaki Ruriko, est une samouraï, à la... comment dire, qui est aux ordres d'un daimyo, et qui contrôle une petite zone de la côte. Donc je vais tirer un nom féminin. Azumi, ça me plaît bien. Donc on va pouvoir mettre sûrement dans historique, voilà, Misaki Azumi, mère de Ruriko. Voilà. Et donc sa mère, elle est samouraï. Elle est vassale d'un daimyo. Ce daimyo, il va s'appeler Shibuya Goro. Daimyo, ça c'est comme ça je crois, de la région. Voilà. Donc on va essayer de tirer une autre carte de Musée Oracle pour essayer de cadrer ce flashback. Donc je vais essayer de trouver un verbe qui me plaît bien. Amener, orienter, concocter. Ok. Donc ça va être sûrement amener, orienter, qui va m'intéresser, et donc amener quoi, amener qui? Il y a une personne qui va amener un objet. Donc par exemple, j'aime bien le symbole là sur la carte, le collier en haut à droite. Donc ça, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un il y a peut-être un voyageur, et qui est un marchand itinérant, qui vend des bijoux et qui passe par le village en fait. Et donc on va commencer déjà par décrire ce village avant de parler du flashback. Donc en fait, Akahiko, c'est un petit village. Qui est au bord de mer. Donc on voit, on a peut-être un point où on peut monter en haut d'une falaise et avoir une belle vue sur la région, voir les vagues se fracasser contre des rochers. C'est aussi un coin où il y a quelques rizières, mais très peu. C'est un village qui vit plutôt de la pêche et de la cueillette, que
que de rizières et qui va par exemple commercer avec Akimishi, qui est une autre ville pas très loin, et qui elle a accès à plus de terrain où ils ont pu construire pas construire mais cultiver plus de rizières. Il y a aussi du commerce maritime qui se fait un petit peu, notamment avec Jinshima, mais aussi avec des villes plus au nord et plus au sud. Et donc c'est un village, Akahiko, c'est un petit village de plusieurs centaines d'habitants, moins d'un millier, qui est entouré de palissades, où donc la mère de Ruriko, qui s'appelle Azumi, a un petit domaine à elle avec comment dire, une genre de manoir, un fortin pour pouvoir protéger en cas d'attaque de brigands, en cas de guerre, même s'il n'y a pas de guerre actuellement. Et donc ce marchand itinérant arrive dans la ville alors que Misaki Ruriko est en train, tiens on va utiliser le verbe concocter, qui est en train sûrement de peut-être jouer à fabriquer quelque chose, comme si elle se croyait peut-être herboriste ou peut-être prêtresse, et qu'elle fabrique un remède, mais elle s'amuse juste à mélanger des herbes dans un pot, et elle est assise par terre, elle a peut-être 7-8 ans. Et donc cet itinérant arrive, il a un trait particulier, il est chauve, il a un regard d'acier, il a peut-être la trentaine, il a l'air d'être quelqu'un de très déterminé, et donc il va s'approcher de Misaki Ruriko, et il va lui dire: hey, petite, je cherche à parler au responsable du village, je suis itinérant, je voudrais faire du commerce ici, peux-tu m'indiquer par où aller? Donc Misaki Ruriko, elle va forcément, elle a 7-8 ans, elle va répondre sûrement simplement en pointant du doigt ou en disant la seigneur du village, c'est ma mère, je peux vous guider à elle, mon seigneur, parce que voilà, elle est intimidée, donc elle va guider le marchand itinérant jusqu'à sa mère. Et après, est-ce que sa mère, elle va plutôt être contente ou pas de voir ce marchand itinérant arriver? Je vais utiliser l'oracle en haut à gauche, donc je vais tirer une carte. Non, mais elle n'est pas très contente, mais il y a quand même quelque chose qui se passe bien. Donc pourquoi est-ce qu'elle serait peut-être pas contente? Parce qu'il est peut-être porteur de mauvaises nouvelles. Et je vais essayer peut-être un des deux mots en haut de la prochaine carte. Animal, monarchie. Elle est obligée de l'accepter parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est pas seulement marchand itinérant, mais qui travaille pour le daimyo. Donc en fait cet homme on ne l'a pas encore nommé, je vais le nommer, le daimyo on l'a nommé, pas le marchand itinérant. Le marchand itinérant il va s'appeler Saiki Tokimasa. Voilà, et ça va être une autre relation, on va tout de suite l'ajouter, ça je vais mettre done, voilà, Saiki Tokimasa, marchand itinérant. Et en fait voilà, j'aurais dû prendre le nom du daimyo, Shibuya Goro. C'est aussi un informateur qui travaille pour le compte de Shibuya Goro. Et donc en fait elle va pas être très contente de le voir arriver parce que il a des mauvaises nouvelles, il est là pour donner des ordres. En fait le problème c'est que Misaki Ruriko elle comprend pas tout, elle comprend que le ton monte, sa mère finit par la faire sortir. Et le soir en fait sa mère elle est vraiment pas de bonne humeur, et ça se ressent dans toute la famille. Je sais pas, est-ce que le père de Riko vit avec eux? Non, et il vit pas avec eux, et en plus ça fait longtemps qu'il est parti. Donc j'ai son mari, père de Ruriko, est parti depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, Miko, Misaki Ruriko ne sait pas pourquoi. Et donc
Est-ce qu'elle a une fratrie? Je vais encore tirer un oracle. Non, et elle a pas de fratrie. Et en plus, elle est sûrement très déçue de ça. Peut-être qu'elle en découvrira plus tard, mais à sa connaissance, n'a ni frère ni sœur et le vit très mal. Je vais l'écrire. Voilà. J'ai pas envie de passer du temps à prendre des notes. Et donc, en fait, vraiment, bah, voilà. Déjà, Ruriko, elle passe pas souvent de temps avec sa mère. C'est souvent des serviteurs qui s'occupent d'elle. Hein. Il y a plusieurs serviteurs dans le domaine familial. Mais là, ce soir-là, ça se passe encore moins bien. Elle sent bien que sa mère est tendue. Elle va essayer de lui demander. Elle va dire, maman, qu'est-ce qu'il voulait le monsieur? Pourquoi t'étais en colère tout à l'heure? Et donc, bah, Azumi, comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va... je vais peut-être chercher... comment je pourrais réagir? Est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va lui répondre? Est-ce qu'elle va lui répondre honnêtement? Non. Et en plus, elle va sûrement lui cacher des choses. Donc, je vais peut-être essayer de tirer... Non, ça sert à rien que je sache de quoi ils ont parlé pour l'instant, mais simplement, elle va lui dire... elle va peut-être même s'énerver. Elle va lui dire non, écoute, c'est pas tes affaires. Ruriko, jeune fille, c'est pas tes affaires. Occupe-toi de manger, occupe-toi de vivre ta vie de jeune fille. Tu dois être une dame et aller à la cour plus tard. Tu dois bien présenter. Tu dois devenir une dame modèle. Tu dois apprendre à manier les armes. Tu dois respecter tes ancêtres, respecter les kami, les dieux et les esprits. Ce n'est pas le genre de questions que tu poses à la chef de famille. Cesse de m'importuner avec tes sujets. Et en fait, Misaki Ruriko, elle va jamais avoir d'informations sur ce qui s'est passé. Mais elle reverra Saiki Tokimasa plusieurs fois, ce marchand itinérant, dans les années à venir. Et en fait, il est souvent porteur de mauvaises nouvelles. Souvent, sa mère ne vit pas très bien le fait qu'il vienne ici. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, petit fondu dans le noir, fin du premier flashback. Ça, c'était vraiment l'enfance de Ruriko. Elle était très jeune. Quelques années plus tard, elle va être envoyée dans un sanctuaire. Donc, deuxième flashback. Elle va en fait passer du temps à Engan Jinja, qui est ici, qui est un petit peu au sud de Akahiko. Donc, très rapidement, on peut regarder. Hein, c'est plus d'une centaine de kilomètres. Donc, il y a un voyage de, on va dire, 3-4 jours le long de la côte pour l'emmener. Et, elle ne rentre vraiment pas souvent chez elle. Et donc, en fait, elle devient Miko. Donc, Miko, c'est les prêtresses qui aident les prêtres dans les temples pour vénérer les kami, vénérer les esprits du temple. Je pense que Engan Jinja, à Engan Jinja, dans ce sanctuaire, on va vénérer deux choses en particulier. Alors de mémoire, j'avais pris une note sur la traduction. Engan Jinja, ça veut dire le sanctuaire des côtes. Donc je pense qu'on va vénérer notamment le dieu ou la déesse de la mer. Alors je ne sais plus... Ryujin, le dieu de la mer dans la mythologie japonaise. Je crois que c'est le dieu des... C'est pas le dieu du tonnerre aussi? Non, peut-être pas. Ryujin, le dieu de la mer, il vit à Ryugo-jo, d'où il contrôle les marées grâce à des joyaux magiques. Très bien. Donc, au temple, au sanctuaire, je vais le noter ici, au sanctuaire, on vénère toutes sortes d'esprits et de kami, mais deux autels principaux sont dédiés à Ryujin, dieu de la mer, et là en fait c'est ce qui va un petit peu guider sa voix. Je pense que ça va être Tsukuyomi, donc Tsukuyomi qui est le dieu de la lune, il me semble, hein.
le dieu de la lune et de la nuit. Voilà. Et à Tsukuyomi, dieu de la lune et de la nuit. Voilà, donc, donc au sanctuaire, elle va passer plusieurs années là-bas avec plusieurs prêtres, plusieurs prêtresses, des Miko, qui vont lui apprendre, apprendre la religion, lui apprendre à vénérer les esprits. C'est ici notamment qu'elle va, si je vais voir ses voix et ses chants et ses spécifications, elle va apprendre à devenir une Miko, vu qu'elle a 4 Miko, et elle va apprendre des danses rituelles, à purifier les choses, et il y a sûrement un des prêtres ou une des Miko qui va lui apprendre à se battre à main nue aussi. Est-ce qu'elle va bien s'entendre avec la plupart des gens qui sont au sanctuaire? Oui. Donc en fait, elle va passer un très bon moment là, et elle va sympathiser surtout avec une personne que je vais essayer de trouver par rapport peut-être à un mot-clé ou une personne. Artiste, c'est parfait, artiste. J'aurais pas pensé à ça, mais on va dire qu'il y a une artiste qui s'est... une ou un artiste, allez, une artiste qui a décidé de faire de se recueillir, de faire une retraite à Engan Jinja, qui est là depuis plusieurs années avant qu'elle arrive et qui sera toujours à Engan Jinja quand Ruriko partira. Cette artiste, c'est avec elle qu'elle va apprendre à se battre à main nue, et du coup, cette artiste, elle va s'appeler... Wakata Fuyume. Donc on va avoir une troisième relation. Wakata Fuyume, artiste au sanctuaire. Et donc je vais écrire que Ruriko apprend les arts et apprend à se battre à main nue auprès de Wakate Fuyume. Et comme j'ai tiré un oui dans Est-ce qu'ils s'entendent bien, il se lie d'amitié et une réelle relation de maître-élève, on va dire, se forme. Donc là, on va pouvoir un petit peu peut-être tirer les stats de Wakate Fuyume juste pour plus tard. Mais j'aimerais bien utiliser l'un de mes... voilà, ma table de rencontre. Donc en fait, cette table de rencontre, l'idée, c'est que cette artiste, c'était une artiste plutôt réputée, mais pas trop. Donc on va utiliser simplement la table des lieux probables. On va lancer 3D. J'ai fait 5. C'est pas une artiste très... voilà, elle est allée là, mais elle a plus 2. Hein. Donc c'est une artiste débutante, on va dire. Elle a artiste plus 2. Et c'est aussi une Miko. Donc je vais aussi lancer. Et Miko, ça va aussi être un lieu probable, tout simplement. Et là, par contre, c'est un 11, il me semble. Ouais, 11. Donc elle a 6. Elle a plus 6 en Miko. Donc quand je dis plus 6, c'est en moyenne. Hein. Miko plus 6. Donc en fait, artiste, elle a plus 2 sans spé, on va dire. Et Miko, elle a plus 6, donc elle a 4 en chant. Et parfois jusqu'à... non, elle va avoir 3 en chant. Et la plupart du temps... non, elle va avoir 4 en chant. Et la plupart du temps, elle va avoir 2 dans ses spécialités. Des fois moins, des fois plus. Voilà, c'est bien. Et en artiste, elle a 1 en chant. Non, elle a 2 en chant, elle s'est jamais spécialisée. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Et donc une petite scène entre eux, par exemple, qui se passe. Je vais essayer de trouver un verbe intéressant. Participer, nouer, braconner. Ça va être simplement participer, je pense. Et on va simplement parler du fait que Misaki Ruriko, elle participe à la vie du sanctuaire de Engan Jinja. C'est un sanctuaire très paisible où il y a
en permanence peut-être 7 ou 8 personnes dans le sanctuaire. C'est un sanctuaire très paisible où tout le monde participe aux tâches communes. Tout le monde participe au bon entretien du sanctuaire, à la cuisine. Peut-être qu'il y a un petit peu de pêche de temps en temps, etc. Et en fait, Misaki Ruriko, elle va apprendre la patience. Elle va apprendre la patience dans ce sanctuaire parce que toute la première année, en fait, ils vont simplement au niveau de l'hôtel, des 2 hôtels principaux, l'hôtel de Ryujin et l'hôtel de Tsukuyomi, ils vont simplement lui demander de nettoyer le sol tous les jours. Et donc tous les jours, Misaki Ruriko, elle va dire à son amie, elle va dire à Fuyume, d'ailleurs elle l'appelle sûrement Dame Wakata, puisqu'elle est plus âgée, elle va dire à Dame Wakata tous les jours, pourquoi je dois laver le sol, c'est bon là, ça fait 3 mois que je suis là, je sais comment laver le sol, je pourrais faire autre chose. Et autant Wakate que toutes les autres personnes vont lui dire non, tu laves pas encore assez bien, continue de laver le sol. Et en fait, un jour, au bout de 2 ans peut-être, Wakate va lui dire tu vois, moi j'étais artiste, je n'ai jamais percé dans le milieu et j'ai décidé de venir ici pour vénérer les esprits et vénérer notamment notre dieu Tsukuyomi, dieu de la lune, qui représente en partie le fait d'être paisible lorsque la lune est pleine, que le ciel est dégagé. Tu vois, l'art, c'est prendre son temps et apprendre à faire les choses. Eh bien, vénérer les esprits, vénérer les kami, c'est pareil. Il faut prendre son temps, il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et tu vois, maintenant que le sol est propre, que tu as compris qu'il fallait que tu prennes ton temps dans cette tâche, maintenant que le sol est suffisamment propre, je t'invite à t'agenouiller et à prier le kami. Et du coup, Ruriko, elle va vraiment petit à petit comprendre que la patience et le fait de se dédier à une tâche, d'être vraiment concentré sur ce qu'elle fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose de fort, d'important. Et ça va la marquer un petit peu toute sa vie, je pense, cette scène avec Wakate devant l'hôtel de Tsukuyomi. Et c'est notamment pour ça qu'elle va développer l'aspect de Amaterasu et Tsukuyomi et de cette harmonie entre le soleil et la lune et le fait que tous les jours est un recommencement et qu'il faut savoir vivre avec patience et vivre avec avec une certaine attente et en voyant ces 2 astres qui tournent autour de la Terre. Et je pense qu'il va y avoir un autre fondu dans le noir et qu'on va s'arrêter là pour le 2e flashback. Les années vont passer et Misaki Ruriko va avoir 17 ou 18 ans, je pense. Je sais pas si je l'ai noté quelque part. Non. Donc on va considérer qu'elle va avoir 17 ans. Misaki Ruriko, elle a 17 ans. Sa vie se déroule très bien au sanctuaire. Elle a de temps en temps des nouvelles de sa mère qui continue de diriger un petit domaine à Akaihiko. Et c'est là qu'on va, je pense, c'est un 3e flashback, mais c'est juste avant le début de la partie, à mon avis. Il va y avoir un messager. Ce messager, j'hésite sur le fait, je me dis que ça pourrait être le marchand itinérant, Saiki Tokimasa, ou au contraire, ça pourrait être quelqu'un d'autre, de complètement autre, selon dans quelle faction il va se trouver, je dirais. Donc je vais tirer l'oracle pour voir si Saiki Tokimasa, ça va être lui ou pas, quoi. Oui, mais.
Donc en fait l'idée pour moi c'est que là on rejoint un petit peu le grand fil rouge de la partie ou de la courte campagne que je voudrais jouer avec ce personnage. C'est qu'en fait Misaki Ruriko elle va se voir confier une arme, une épée ancestrale. Je sais pas si c'est un katana ou une épée, mais on va plutôt noter épée ancestrale, qui s'appelle Tsukikara, tombée de la lune. Et donc il y a quelqu'un qui va lui apporter cette arme en lui faisant des recommandations. Donc les recommandations, on va les tirer un petit peu, je pense au hasard, mais l'idée c'est que cette arme n'était plus sûre, sûrement chez elle, chez sa mère, où est-ce qu'elle était, où est-ce que cette arme était conservée, et que maintenant c'est à Misaki Ruriko de la conserver et d'en prendre soin. Donc on va aller chercher peut-être un verbe. Recruter, instruire, simuler. Alors vu qu'il y avait un oui mais sur j'en ferais bien un antagoniste. De Saiki Tokimasa, le marchand itinérant. Donc on va dire simuler. Et en fait Saiki Tokimasa, il va tout faire. Il va lui apporter l'épée parce que c'est ce que sa mère lui a demandé de faire. Mais il va tout faire pour lui dire que c'est trop compliqué de garder l'épée, il voudrait que Misaki Ruriko elle lui donne l'épée. En fait, il peut pas la prendre lui-même parce que cette épée, elle est enfermée dans une boîte, un coffret protégé par un sceau magique. Donc l'Empire des Cerisiers, c'est vraiment rempli de fantastique et de magie. Faut pas être surpris. Et donc, en fait, le marchand itinérant, qui est un informateur, un espion, il va tout faire pour essayer de convaincre Misaki Ruriko d'ouvrir ce coffret et de lui donner l'arme, en lui disant ça va être lui dire Ruriko, voyons, tu me connais, ça fait des années que je suis avec ta mère, elle a voulu te confier cette arme, mais elle ne sera pas sûre entre tes mains, tu ferais mieux de me la donner, ouvre cette boîte et donne-la moi. Mais du coup il y a Wakate Fuyume qui à côté lui dit Ruriko, tu dois faire ce que ta mère t'a dit de faire, et sur le parchemin écrit ici que tu viens de lire, ta mère te dit de ne faire confiance à personne et de conserver cette arme auprès de toi jour et nuit. Donc je te conseille fortement de garder cette arme avec toi, de ne pas lui faire confiance. Donc Misaki Ruriko, elle va conserver cette arme et elle va apprendre en fait que cette arme ancestrale nommée Tsukikara appartient à sa famille depuis des générations et des générations, et que c'est sa tâche maintenant de la garder et de la protéger. Donc en inventaire, on va pouvoir sûrement, je sais pas comment ça marche, voilà, nom de l'objet, parfait. Je vais mettre épée ancestrale. Elle a aucun bonus cette épée, hein. Alors peut-être simplement exemple d'arme. Voilà, on va simplement aller vérifier. C'est l'équivalent d'un katana, hein, donc je pense qu'il n'y a rien de plus. Voilà, 4 de dégâts, qui va pas donner plus 1 à l'initiative. Je vais pas le conserver ça, mais simplement. D'ailleurs, il y a peut-être les armes quelque part, non? Pas du tout. Je connais pas encore la fiche par cœur, je suis désolé, mais non, à mon avis, il n'y a pas. Donc je vais simplement mettre une arme ancestrale qui appartient à la famille de Misaki depuis des générations. Et voilà, et donc elle va simplement avoir, pour l'instant, hein, peut-être que cette arme est magique et que dégâts plus 4, qu'elle pourra faire des choses avec, mais pour l'instant c'est tout. Voilà. Et donc il va insister énormément. Ce Wakate Fumier, jusqu'à peut-être essayer de faire quelque chose. Et là je vais chercher un autre verbe: suivre, dénoncer, marauder.
j'aime bien l'idée de dénoncer et de marauder. Donc en fait, l'idée c'est que il y a une faction qui cherche cette épée pour une raison que Misaki Ruriko ignore. Et du coup, en colère, Saiki Tokimasa, il va partir et dire si c'est ainsi, Ruriko, garde l'épée, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu, et si un désastre s'abat sur le sanctuaire, ce sera ta faute. Et sur ces mots, il va s'en aller. Je pense que sur ce, il y a un fondu dans le noir, et 3 jours plus tard, on est en hiver. On est en hiver. Il fait. Je vais chercher la météo, tiens. Arc-en-ciel, très bien. On est en hiver, il fait froid. Il a plu la veille. Mais là, un grand ciel bleu. On est le matin. Misaki Ruriko, comme à son habitude, elle se lève. Comme à son habitude, pas exactement, parce que depuis 3 jours, elle ne quitte plus l'épée des yeux. Donc elle continue de faire tout ce qu'elle faisait avant. Mais elle garde cette épée à côté d'elle. Et donc elle se lève de sa paillasse. Et elle part pour ce qu'elle fait en premier tous les matins, s'asseoir dans un petit jardin au sein du sanctuaire et méditer et prier les esprits. Et donc elle sort, il y a ce magnifique arc-en-ciel qui annonce une très belle journée. Le sanctuaire, il est pas du tout protégé, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de mur, c'est simplement un sanctuaire délimité par une arche peinte en rouge assez haute, 3 mètres de haut. Des cerisiers qui ne sont pas en fleurs actuellement, une vue sur la mer un peu plus loin, un bâtiment principal qui permet d'accueillir des voyageurs de passage avec une salle commune, une cuisine, une réserve et quelques hôtels, principalement des hôtels en extérieur, sauf 2 hôtels, ceux des divinités principales de ce sanctuaire qui sont couvertes, qui sont en intérieur. Et donc elle sort, elle commence à méditer, et alors qu'elle commence à méditer, elle entend des bruits, comme des bruits d'affrontement à l'entrée du sanctuaire. Et donc là, on rentre dans la partie. C'était vraiment la seule scène qui est un peu scriptée à laquelle j'ai pensé pour commencer. Il y a une attaque du sanctuaire qui va se dérouler. Et cette attaque du sanctuaire, en fait, c'est une faction rivale. Donc ça, c'est l'ennemi puissant dans le désavantage de Misaki Ruriko. C'est une faction puissante qui cherche à trouver Misaki Ruriko et mettre la main sur l'arme de sa famille. Je pense qu'il va falloir trouver un nom pour cette faction. Je sais pas si je peux trouver un générateur pour ça. Ah si, hein. Là je vois la prophétie du serpent, les exilés. La rancune de l'araignée. La prophétie de l'araignée, ce serait bien. Donc on le sait pas encore. Je vais le noter dans l'historique. Même si c'est pas de l'historique, peut-être dans les notes plutôt. Attaque du sanctuaire. Une faction occulte nommée la prophétie de l'araignée attaque le sanctuaire. Je pense qu'ils sont nombreux, hein. Si le sanctuaire, j'ai dit qu'il y avait 7-8 personnes au moins, ils sont au moins ce nombre-là, plus un des 6. Donc on va dire qu'ils sont 4 plus 2 des 6. 4 et 5, 9. Euh, 9 guerriers vêtus
de tenue noire. Irruption dans le jardin du sanctuaire. Et n'hésite pas à recourir à la force si des prêtres ou des Miko tentent de les arrêter. Et donc Misaki Ruriko, elle se relève, elle était en tailleur, elle se relève, elle a une main sur l'épée. Et à ce moment-là, est-ce qu'il la voit? Est-ce qu'il la voit? Quelle est sa réaction? Ils sont 9. Je pense qu'au fond d'elle, elle sait qu'ils sont pour elle, ils sont là pour elle. Donc est-ce qu'il la voit avant qu'elle ait le temps de réagir? Non et. Donc ils n'ont pas le temps de la voir. Elle commence à s'élancer pour fuir le sanctuaire. Le non et, pour moi le et veut dire qu'elle n'a pas besoin de passer par l'entrée principale pour fuir le sanctuaire. Donc elle connaît un autre coin, elle va pouvoir s'enfuir assez facilement. Elle va se mettre à courir et donc c'est là qu'un des guerriers va crier elle est ici, regardez, elle a l'épée dans la main. Et Misaki Ruriko, elle court. Et il y a quand même un archer qui va avoir le temps de la mettre en joue et qui va lui tirer dessus. Cet archer, on est dans un coin qui est pas près d'une grande ville. Ça a beau être, j'aurais tendance à dire que c'est probable parce que voilà, on va le lancer dans la table du milieu. Oh là là, cet archer il est très compétent. 15. Il a plus 8, cet archer. Donc ce qui veut dire, je vous ai pas encore expliqué les règles, mais donc plus 8 à sa capacité de tir, c'est-à-dire qu'il a sûrement par exemple 4 en bushi et 4 en arc. Donc c'est un guerrier honorable et dont l'arme favorite est l'arc. Il va encocher sa flèche, il va mettre en joue Misaki Ruriko qui est en train de courir. Et donc je vais lancer 2d6 plus 8. Ça va être le score d'attaque de l'archer qui va avoir le temps simplement de décocher une flèche. Et Misaki Ruriko elle pourra se défendre sûrement simplement avec Bushi. Parce que Miko, autant combat à main nue ça va, mais t'as pas de capacité d'esquive. Hein. Donc plus 8 ça fait 6 et 8, 14. Face à un jet de Miko. Donc je vais pouvoir directement cliquer là normalement, voilà. 5 et 4, 9. Donc déjà ça fait 5 points de dégâts, mais en plus de ça, un arc court inflige 3 points de dégâts. Donc 5 et 3, 8 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 points de dégâts, donc tant qu'elle est blessée comme ça, elle a -1 à ses tests. Mais elle a tellement d'avance, elle court tellement vite, elle connaît tellement bien le coin, qu'elle va réussir à s'enfuir. Cette flèche, elle va... je sais pas si... est-ce qu'il y a une partie du corps sur... Ah, bon, on va dire que ça la touche à... Ça la touche à un flanc. Et la flèche, là, ça va être l'un des deux. Donc, flèche pas gauche, on va dire que c'est par rapport à moi. Donc, son flanc gauche. Donc, il y a une flèche qui lui érafle le flanc, qui rentre pas dedans quand même, qui va ricocher en partie sur son bassin, trancher une partie de ses vêtements, ces simples vêtements de Miko qui sont pas forcément faits pour le voyage d'ailleurs, hein, c'est une simple tenue de tissu faite de plusieurs tissus enroulés et qui va ricocher contre sa hanche, se perdre dans l'herbe et elle va trébucher sous le coup mais réussir à s'enfuir et elle va partir de Engan Jinja avec des mercenaires aux trousses. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais simplement prendre en note quelques-unes
quelques-uns des événements qui viennent de se dérouler. Et je pense que dans la deuxième partie, on verra comment elle va pouvoir échapper à ses poursuivants. Et les deux autres choses que j'avais notées pour l'instant, c'était peut-être qu'il faudrait qu'elle arrive à rendre service pour obtenir l'hospitalité pour la première nuit où elle est en fuite. Et ensuite, qu'elle chercherait sûrement à trouver un guide parce qu'elle ne connaît pas forcément bien la région. Peut-être pour aller à Akahiko, pour aller voir sa mère. Peut-être pour aller à Furaito si elle connaît quelqu'un à Furaito. L'un ou l'autre. On verra ça à la prochaine séance. Voilà. Donc en termes de notes, sa mère est une samouraï qui contrôle et on va dire qui dirige et administre un petit domaine proche. On va dire qu'elle dirige Akahiko, hein. Un petit domaine autour du village d'Akahiko. Quelques centaines d'habitants. On n'a pas forcément besoin de parler du messager. Si, quand même. On va simplement, lors de son enfance au sanctuaire, au sanctuaire à Engan Jinja, elle se lie d'amitié et avec Wakate Fuyume. Voilà, je vais mettre ça. Et une réelle relation de maître élève se forme. Un jour, Saiki Tokimasa, marchand itinérant, qui est souvent de visite chez la mère de Ruriko, Azumi, lui apporte une boîte scellée par magie contenant, et là on va dans l'inventaire, contenant Tsukikara, épée ancestrale appartenant à sa famille depuis des générations. Il lui demande de lui confier, mais un courrier, mais un parchemin signé de la main de sa mère lui ordonne de ne pas quitter cette épée des yeux et de la protéger sur sa vie. 3 jours plus tard, le sanctuaire est attaqué par des guerriers vêtus de noir. Ruriko s'enfuit, mais est blessé par une flèche. Voilà. C'est un très bon premier résumé. Je sais pas si cette historique, à mon avis, il faudra que je trouve une autre façon de prendre des notes. Peut-être en ayant dans chaque journal je sais pas encore comment je ferai, on verra. En tout cas, une très bonne première session. J'ai pas vu le temps passer, c'était très sympa. J'essaierai d'en refaire d'autres très prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées pour la suite, et si vous aimez le format. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Misaki Ruriko. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette première partie, et je vous dis à très vite.